Bienvenue sur Ici Éco. Conformément à la politique de la Banque du Liban visant à élargir la gamme des bénéficiaires de ces circulaires dans une première phase, le Conseil central de la Banque centrale a décidé de modifier la circulaire de base 166, permettant à tous les déposants ayant converti leur dépôt de la livre libanaise en devise étrangère après le 30-10-2019, quelle que soit leur valeur, de bénéficier des dispositions de la circulaire. Auparavant, la circulaire 166 excluait toutes les personnes ayant converti des dépôts de la livre libanaise en devises étrangères après le 31-10-2019 pour un montant équivalent ou supérieur à 300 000 $, à l'exception des montants résultant des indemnités de fin de service dans les secteurs publics et privés, les empêchant ainsi de bénéficier de la circulaire. Dans le même contexte, le Conseil central a modifié la circulaire de base 147, obligeant les banques à accepter le retour des chèques émis mais non utilisés vers tous les comptes, permettant ainsi aux déposants de réinscrire leurs fonds sur leur compte et donc de bénéficier des circulaires de la Banque du Liban applicables à ces comptes. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la nouvelle circulaire publiée par la Banque centrale ainsi que sur la question de la guerre et ses répercussions économiques avec l'économiste en chef de la Biblos Bank, Dr Nassib Roblid. Dr Roblid, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bien voilà, juste pour rappeler que le 1er octobre, la décision du gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, est entrée en vigueur, demandant aux banques d'augmenter les montants des retraits en espèces pour les bénéficiaires de la circulaire 158 et 166 en les triplant au cours du mois d'octobre. Cette décision, qui est exceptionnelle et unique, permet de verser 3 mensualités en une seule fois ou aux bénéficiaires, augmentant ainsi sensiblement les montants disponibles pour le retrait. Comment évaluez-vous les effets des circulaires émises par la Banque du Liban dans le cadre de la contribution ou au remboursement des dépôts? Tout d'abord, cette décision vient au milieu de la guerre. Donc, je crois que le premier objectif est d'aider les déposants à avoir plus de monnaie dans leur poche pour les besoins qui émergent à cause de la guerre. Donc, cette décision assainit le pouvoir d'achat des déposants. Deuxièmement, elle injecte de la liquidité sur le marché et les estimations sont à peu près 130 à 150 millions de dollars en octobre. Donc pour aider à maintenir la stabilité de la monnaie libanaise, et du taux de change. Du taux de change. Donc, c'est une décision, je crois, qui fait partie de plusieurs décisions que la Banque de Liban va prendre dans le contexte de son autorité pour aider autant que possible les déposants. Mais la Banque du Liban ici, ainsi que les banques, mais aussi la Banque du Liban, n'est pas la seule responsable au niveau du remboursement des dépôts. Donc, certainement, la Banque centrale peut couvrir un certain montant, les banques de même, mais où est le gouvernement? Où est le plan de restructuration pour dire que voilà, nous sommes devant un plan économique qui permet le remboursement de ces dépôts? Oui, ce sont deux choses différentes, malheureusement. Je dis malheureusement parce que la Banque du Liban a pris cette décision, et même la décision d'hier, parce qu'il n'y a pas un plan en place, il n'y a pas un plan crédible déjà pour déterminer le sort des dépôts bancaires et pour donner une éclaircie aux déposants du sort de leurs dépôts, bien que nous approchons vers la 5e année du début de la crise. Sans plan. Sans plan, même si le plan du 8 février n'était pas convaincant, franchement, et s'il a été mis en application, il n'aurait pas pu assainir la confiance. Mais sans le remboursement de la dette, donc de la dette de l'État envers les banques et la Banque centrale, certainement la Banque centrale et les banques n'auront pas les moyens pour couvrir tous les dépôts, ça c'est clair. Mais c'est ça le problème, c'est ça le point principal. L'État jusqu'à présent, ou bien le pouvoir, ne veut pas admettre qu'il a des responsabilités envers la Banque du Liban. Il ignore totalement, depuis le début de la crise, l'article 113 du Code du crédit et de la monnaie, qui dit très clairement que si la Banque centrale
subit des pertes, c'est le ministère des Finances qui est responsable à couvrir ces pertes sans aucune limite et dans n'importe quelle monnaie. Il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer ces montants-là comme pertes, mais comme dettes. Exactement. C'est une obligation de l'État envers la Banque du Liban. Et on tient responsable celui qui a dépensé cet argent et non pas celui qui a donné ses crédits. Qui est l'État ici. L'État, les caisses, les ministères, c'est le pouvoir qui a dépensé cet argent. C'est l'exécutif. Et le législatif. À travers les années, à travers les gouvernements successifs. Oui, la guerre doit être une opportunité ou bien une étape pour changer cette approche, parce que depuis 5 ans jusqu'à présent, elle n'a pas convaincu ni les déposants, ni les banques, ni le public en général, et certainement pas les actionnaires des banques. Donc il faut changer cette mentalité, cette approche en entier. Et je ne dis pas que l'État doit assumer toutes les responsabilités, mais il doit y avoir une approche différente, parce que cette approche-là, qui dit, selon le plan du 8 février, et même selon le plan du 15 février, le brouillon du 15 février, les chiffres du 15 juillet, je veux dire, les chiffres qui ont été circulés le 15 juillet, qui ne sont pas un plan officiel, mais qui modifient un peu les chiffres du plan du 8 février, qui est le seul plan officiel jusqu'à présent. Ils disent qu'on va rembourser 21% des dépôts à travers 11 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait du reste des dépôts? On les convertit en livres libanaises, ou bien en actions dans les banques, ou bien en un zéro coupon bond. Je ne crois pas que ça va aider la confiance. Donc, il faut changer cette approche immédiatement après la guerre. Et le plan de redressement économique doit être modifié pour que la priorité soit la croissance économique, l'élargissement de la taille de l'économie libanaise, l'amélioration du climat d'investissement et des affaires, la compétitivité de l'économie, restructurer le secteur public, introduire des sociétés multinationales pour la gérance et l'investissement dans les sociétés publiques à caractère commercial et, avant tout, respecter les délais constitutionnels, mettre en application les lois, respecter la séparation. Pour la première fois, le gouvernement de M. Miati a respecté les délais constitutionnels en ce qui concerne la présentation du budget. En ce qui concerne le budget c'était la seule fois, de 2024 et de 2025, jusqu'à présent au moins. Mais vous dites quoi à propos des moyens dont dispose la Banque centrale pour continuer à faire face à au remboursement des dépôts, aussi à garantir la stabilité sur le marché du taux de change, etc. En ce qui concerne les instruments dont dispose la Banque centrale, jusqu'à quel point la Banque centrale peut continuer à utiliser ces instruments, ces moyens-là? En ce qui concerne la stabilité du taux de change, la Banque du Liban, je crois qu'elle a les moyens pour maintenir la stabilité du taux de change, parce que les mesures qu'elle a prises à partir de 2023, que ce soit l'arrêt du financement de l'État, tout d'abord, puis aussi le retrait d'une masse monétaire en livres libanaises de 22 trillions de livres libanaises du marché, et la politique de restreindre cette masse monétaire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, la masse monétaire est équivalente à 53 000 milliards de livres libanaises. Moins que 700 millions de dollars à peu près. Moins que 600 millions de dollars. Et ce qui est équivalent à 6% des réserves liquides en devises, qui ont augmenté de 2 milliards 100 millions de dollars depuis fin février. On est aujourd'hui à 10 milliards 400 millions. On est à 10 milliards 700 millions plutôt. Les 400, donc moi j'ai... Fin septembre, 10 milliards 700 millions, donc une augmentation de 2 milliards 100 millions de dollars depuis fin juillet 2003 jusqu'à fin septembre 2024. De plus, l'État a l'équivalent de 5 milliards 900 millions de dollars dans ses comptes à la Banque du Liban. Et la Banque du Liban essaie de restreindre l'utilisation de ces dépôts pour maintenir la masse monétaire.
et ne pas injecter. Est-ce que la dollarisation totale est venue en faveur de cette stabilité? Oui, certainement, la dollarisation presque totale de l'économie aide cette stabilité du taux de change. Et on voit depuis l'élargissement de la guerre israélienne contre le Liban que le taux de change n'a pas bougé. Donc, c'est un facteur principal. La dollarisation de l'économie est un facteur principal parce que la plupart des transactions entre les sociétés, entre les individus, et les sociétés entre les individus et les magasins de détail se font en dollars. Donc, on n'a pas vu une demande excessive du dollar comme on a observé ce phénomène, par exemple, durant la guerre de 2006 ou durant d'autres épisodes de chocs sécuritaires ou politiques. Tout d'abord, on n'a pas un taux de change fixe. Deuxièmement, l'économie est plus dollarisée qu'à n'importe quel moment. Et ce serait beaucoup mieux si l'économie dollarisée était dollarisée à travers le secteur financier officiel et non pas à travers de l'économie parallèle. Vous êtes convaincu que la livre libanaise a perdu sa souveraineté? Sa souveraineté, non. Mais aujourd'hui, le dollar est la monnaie principale pour les transactions. C'est plus facile de trouver des dollars sur le marché, au moins avant le 17 septembre, qu'une grande quantité de livres libanaises. Et les sociétés qui veulent payer leurs impôts trouvent des difficultés à acheter de la livre libanaise sur le marché ou trouver de la livre libanaise sur le marché en grand montant. À cause de cette politique-là de restreindre la masse monétaire en livre libanaise, à cause de la dollarisation de l'économie. Est-ce que la livre libanaise va reprendre sa souveraineté un jour? Elle peut reprendre sa souveraineté un jour, mais il faut avoir un plan. Tout d'abord, il faut commencer par d'autres mesures. On ne peut pas dire, OK, la guerre est terminée et il faut cibler le retour à l'utilisation de la livre libanaise. Non, il faut un environnement de confiance, de croissance, de réforme, de flux de capitaux et de prêts bancaires en livre libanaise pour commencer cette étape-là, ce trajet-là. Je veux rappeler que depuis 15 ans à peu près, la Banque du Liban, à cause du flux de capitaux vers le Liban, a essayé de réduire le taux de dollarisation, que ce soit pour les dépôts ou pour les prêts bancaires. Et elle a réussi en quelque sorte à le faire. Mais le taux de dollarisation est resté à 65%. Donc, c'est une question beaucoup plus grande que des mesures techniques et des décisions techniques. Il faut un environnement de confiance, il faut une stabilité politique, il faut un fonctionnement des institutions étatiques. Comment évaluez-vous la politique monétaire qui est appliquée par la Banque centrale aujourd'hui? Et si je vous demande de critiquer l'une de ces politiques ou bien l'une des mesures qui sont prises par la Banque centrale, quelles seraient ces politiques-là? Moi, je crois que la Banque centrale opère selon les moyens qu'elle a. Les moyens limités qu'elle a et selon les limites des lois qui régissent le fonctionnement de la Banque du Liban. Elle ne peut pas prendre la place du gouvernement, elle ne peut pas prendre la place du Parlement. Si je veux donner une critique, c'est que il faut que la Banque du Liban essaie de changer la mentalité qui existe en ce qui concerne les plans des dépôts pour expliquez-nous les dépôts. Parce que la Banque du Liban, aujourd'hui, les 10 milliards 700 millions de dollars de réserves en devises qui sont liquides, ils appartiennent aux banques, donc aux déposants. Ils n'appartiennent pas à la Banque du Liban. Donc, j'espère que la Banque du Liban, après la fin de la guerre, va au moins encourager le fait de dire ou bien de présenter un plan qui dit que cet argent, cette liquidité aide au financement du secteur privé, au financement de l'économie. Donc, il faut réduire le taux des réserves obligatoires et transférer cette liquidité vers les banques pour que les banques, tout d'abord, puissent avoir assez de liquidité pour financer l'économie et le secteur privé en particulier, certainement pas le secteur public. Et deuxièmement, pour permettre aux déposants de pouvoir utiliser leurs dépôts sans devoir les retirer.
C'est ce qui était le cas avant la crise, avant 2019. Les déposants retiraient en monnaie de petits montants pour leurs besoins quotidiens et ils pouvaient utiliser leur dépôt, une partie de leur dépôt en chèque, en virement, en carte de paiement. C'est ça qu'il faut cibler après la guerre. Mais le terme principal ici reste confiance. Certainement. La confiance, la stabilité. Et on ne peut pas prendre des mesures techniques purement à l'abri du système politique, et de la gouvernance, de la transparence dans le secteur public, de la séparation des pouvoirs, du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles telles le Parlement, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Quel a été le résultat de la décision qui a été prise par la Banque centrale et le gouvernement par intérim en ce qui concerne l'arrêt du financement de l'État? Cette décision, que j'appelle une décision courageuse, a obligé le gouvernement à trouver de nouvelles sources pour ses revenus. Et donc, ce que le gouvernement a fait, avec l'encouragement de la Banque centrale, il a changé le taux de change de 1 500 tout d'abord et de 15 000 après, au taux de change du marché en ce qui concerne les impôts qu'il collecte. Donc, ça a aidé le Trésor à augmenter ses revenus. Et donc, le budget, les finances publiques ont eu un surplus en 2023 de 1,9% du PIB et le ministère des Finances prévoyait un surplus de 2% du PIB en 2024, en mi-septembre. C'était les prévisions du ministère des Finances. En mi-septembre, ces prévisions étaient d'un surplus de 2% du PIB pour les finances publiques. Parlons guerre. Donc voilà, quels sont vos scénarios, vos anticipations en ce qui concerne 2024-2025 ? Il faut remettre en question les chiffres après chaque semaine parce que, tout en prenant en considération toutes les circonstances, mais vos scénarios possibles, durée, impact, taux de croissance, etc. Tout d'abord, la durée de la guerre, il n'y a aucune perspective pour un cessez-le-feu, même permanent, de 21 jours. Malheureusement, c'est très malheureux. Mais tout scénario, il y a toujours une corrélation entre durée de guerre et impact. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé la relation qui existe entre durée et impact. Moi, en ce qui concerne la durée, pour moi, l'impact sur l'économie a commencé le 8 octobre 2023. Il n'a pas commencé le 17 septembre 2024. Donc, je prévoyais une croissance de 2% pour 2023. Et je crois que l'économie a pu avoir une croissance de 1% en 2023. Donc, les pertes économiques, ou bien les opportunités perdues étaient de 1%. En ce qui concerne 2024, j'avais 3 scénarios. Un scénario que la guerre serait limitée au sud, que le deuxième scénario, c'était un cessez-le-feu permanent. Et le troisième scénario, malheureusement, c'était l'élargissement de la guerre, ce que personne ne voulait, excepté Israël. Donc, on est déjà dans on est là. On est là. Donc, vous prévoyez? Donc, je prévois une contraction, jusqu'à fin juillet, je prévoyais une contraction économique de 1% pour 2024. Maintenant, malheureusement, je prévois une contraction de 6 à 7% de l'économie. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer, modifier ces chiffres-là d'une façon dramatique? On est à moins 1%, on est à moins 6% maintenant. Oui, moins 6 à moins 7%. C'est l'élargissement de la guerre, c'est l'arrêt, le recul aigu de la consommation. Peut-on déjà estimer les coûts, les pertes? Ça c'est quelque chose qu'il faut attendre la fin de la guerre pour estimer les coûts directs et indirects. Mais les coûts d'opportunités perdues? Les opportunités perdues. En 2023, j'ai dit c'était une croissance de 1%. Au niveau du tourisme, des services, de l'industrie, l'agriculture. En 2024, avant la guerre, avant le 7 et 8 octobre 2023, les prévisions pour 2024 pour l'économie libanaise étaient une croissance de 2% en 2023 et une croissance de 3% en 2024 à cause de l'élan qui existait les 9 premiers mois de 2023.
Et maintenant, je prévois une contraction de 6 à 7%, donc des opportunités perdues, c'est 10% de croissance. Entre la croissance de 3% en 2024 et la contraction actuelle de 6 à 7%, c'est un changement de 10%. Donc c'est ça, les opportunités perdues. En ce qui concerne les coûts directs et indirects, c'est trop tôt, je crois. Il faut attendre. Et j'ai vu quelques chiffres ici et là, 10 milliards, 18 milliards. Vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout, pas du tout. C'est trop tôt pour mettre un chiffre crédible. Et parce que je me rappelle, en 2026, bien que la guerre a duré seulement 33 jours, mais on a attendu la fin de la guerre pour que les autorités fassent une enquête pour déterminer les pertes directes, les pertes sur l'infrastructure. Et puis le ministère des Finances a estimé les pertes en tant que les pertes des revenus pour les finances publiques et l'augmentation des dépenses. Et donc les pertes globales de l'économie. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour mettre un chiffre, même des estimations préliminaires. Mais en ce qui concerne les opportunités perdues, c'est possible d'avoir des chiffres. Qu'en est-il du coup du déplacement et de l'arrêt de l'activité de certains secteurs? C'est un coût énorme qu'on n'a toujours pas un chiffre approximatif. Parce que pour le déplacement, nous avons d'une part le coût pour financer ce déplacement-là, donc hébergement, santé, etc., mais aussi l'arrêt de l'activité économique, du chômage, etc. Donc, en ce qui concerne l'activité économique au Liban Sud, parce que la guerre a commencé au Liban Sud le 8 octobre 2023, je crois qu'il y a la plupart des villages qui sont proches de la frontière ont été détruits totalement ou partiellement. L'activité commerciale a diminué de 80% avant le 17 septembre. Et la vie civile a été quasiment paralysée. L'économie du Sud est équivalente à 12% de la taille de l'économie libanaise. Moi, j'estime qu'avant le 17 septembre, l'économie du Sud a subi une contraction de 10%. Ce qui a affecté le reste du pays. Je suis totalement contre l'idée qu'il y avait une économie au Liban Sud qui souffrait des agressions israéliennes et le reste du pays fonctionnait de façon normale. Il existe toujours cette corrélation entre les régions? Une corrélation directe et indirecte. Indirecte, certainement, ça c'est clair. Maintenant, depuis 17 septembre, certainement, il y a l'activité économique est en arrêt presque total au Liban Sud. Paralysée totalement. À la banlieue sud. C'est même partout au Liban. Donc, et le reste du Liban, malgré le déplacement et l'augmentation de la consommation de ces 1 300 000 déplacés, ça ne veut pas dire que c'est un déplacement de la consommation. C'est un déplacement de la consommation des biens essentiels. Oui. C'est très restreint. Oui, c'est ça. C'est pas le luxe. Non, c'est très restreint. C'est beaucoup moins que le luxe. C'est très restreint. Et il y a des gens qui ont fui leur village et leur maison avec... sans rien en poche. Sans rien en poche. Donc ils ont dû acheter des habits, des sous-vêtements. C'est ça. Mais c'est pour une seule fois. Mais c'est la consommation journalière qui continue, et qui s'est déplacée des régions affectées aux régions où les déplacés sont présents aujourd'hui. Mais les autres secteurs, il y a un recul énorme à cause de la consommation qui a été réduite déjà aux produits essentiels. Tout ce qui est luxe non essentiel, secondaire, a été reporté. Ma dernière question en ce qui concerne la reconstruction. Devons-nous retourner à des conférences internationales? Qui va aider le Liban? Et pour être un peu positif, comment profiter de cette phase, de la phase après-guerre, reconstruction, pour aussi prendre en considération tout ce qui se passe et commencer avec les réformes, la restructuration, etc. Donc, comment profiter et qui va aider le Liban en ce qui concerne la reconstruction? Oui. Encore une fois, on va s'endetter? En 2006, il y a eu la conférence de Stockholm après la guerre qui a pu collecter 900 millions de dollars. Et puis il y a eu l'aide de Qatar pour la reconstruction. Et puis il y a eu la conférence de Paris 3 en janvier 2007.
et seulement la moitié des montants ont été collectés parce que l'autre moitié était liée à des réformes. Mais la reconstruction a été financée par le Qatar, par le secteur bancaire libanais, par les ressortissants libanais. Donc aujourd'hui, la situation est très différente. C'est différent. Est très différente. C'est pour ça que je dis que il faut changer l'approche, la mentalité en ce qui concerne la restructuration du secteur bancaire et le sort des dépôts pour que la liquidité qui existe à la Banque du Liban aide le secteur bancaire à financer non seulement l'économie, mais au moins une partie de la reconstruction. Les conférences internationales, je crois qu'on a besoin de conférences internationales, mais ce sera une occasion, je ne veux pas dire une opportunité, pour mettre en place un plan de réforme global dont une fois pour toutes, dont le titre principal est le regain de la confiance, l'élargissement de la taille de l'économie, la croissance économique, améliorer le climat des investissements et celui des affaires et améliorer les services publics. Et remettre aussi la vie politique sur les rails. Certainement, on commence par la gouvernance et la transparence, la séparation des pouvoirs, le fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Ça, c'est le début. Ça, c'est la condition principale. Et puis, ce qui va donner confiance aux amis du Liban, aux institutions internationales, pour financer l'économie. Et on ne peut pas éviter le Fonds monétaire international, un accord avec le Fonds monétaire international. Mais comme l'affirme le Fonds monétaire, non seulement au Liban, mais avec chaque pays avec qui il travaille, il a un accord, c'est que ce sont les autorités locales qui mettent les priorités et qui mettent les plans. Et le Fonds monétaire discute ce plan et ses détails. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui met qui prépare le plan. On ne peut pas se cacher derrière le Fonds monétaire et dire le Fonds monétaire veut ça. C'est passé avec le gouvernement de Miat et M. Saradéché, mais ça a été clair. C'est pas nous, c'est le Fonds monétaire. Non. Avec le gouvernement précédent. C'est la responsabilité du gouvernement, de l'exécutif ici. Le gouvernement précédent a fait la même chose. Certainement. Donc, c'est les autorités locales qui mettent les priorités, qui développent le plan de réforme. Voilà. Et qui discute avec le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire est prêt à accepter ces réformes tant que les autorités locales sont convaincues et quand il y a un consensus local général sur ces réformes, ce qui n'existe pas jusqu'à présent. Docteur Nassib Roublil, vous êtes l'économiste en chef de la Biblos Bank. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci bien. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.